Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'iWeek, la semaine Apple, épisode 266. Je suis Benjamin Vincent. Je suis très heureux de vous retrouver. On est lundi, et oui, on continue à zigzaguer dans le calendrier, mais on est toujours là. Et j'ai le grand plaisir de retrouver mon ami Elie Abitbol en direct de Nice. Salut Elie, comment vas-tu? Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Tout va bien par ici. J'ai mes nouvelles lunettes, je ressemble moins à un extraterrestre puisque tu sais, cette bande mauve qui apparaissait avec le reflet, je l'ai enlevé finalement parce que ça faisait trop bizarre. D'accord. Bon, tu es tout beau avec nous aujourd'hui. En ce début de semaine, on va dire que l'actualité et le hasard a fait bien les choses puisqu'il y a quelques instants, Apple a officialisé, alors pas la keynote, mais l'événement en tout cas qu'on attendait dans les jours, les semaines qui viennent. Ce sera finalement le 4 mars, un événement organisé à la fois à New York, à Londres et à Shanghai, une expérience spéciale Apple. On va revenir évidemment sur ce qu'on peut attendre pour ce 4 mars. 15h, heure française, notez-l'heure pour le début de cet événement. On ne sait pas encore s'il sera streamé. On imagine qu'il y aura. Je pense que oui. Mais voilà, beaucoup de questions. On va y répondre tout à l'heure, Ellie. On garde le suspense. On garde la détail. Très bien. Et puis après le JT de la semaine, on se retrouvera pour l'info de la semaine. Et l'info de la semaine, elle tempère un peu l'excitation autour de l'arrivée attendue au mois de septembre des iPhone 18 Pro et Pro Max et d'iOS 27. Mark Gurman insiste beaucoup ces dernières heures sur le fait qu'il ne faut pas avoir d'attente trop élevée pour cette nouvelle génération à la fois d'iPhone et d'OS. On va voir dans le détail s'il faut vraiment se résigner à l'équivalent d'un iPhone 17 Pro S, comme à l'époque où Apple avait des iPhone S, des modèles un peu intermédiaires. Elie, si tu veux bien, on va démarrer cet épisode 266 par un retour sur. Alors, c'est la suite de l'histoire du nouveau Siri, sans doute à nouveau retardé. On en parlait ensemble la semaine dernière. Je vous renvoie évidemment à l'épisode 265 si vous l'avez raté. Pourquoi on y revient aujourd'hui? Eh bien parce que il y a quelques jours, juste après t'avoir revu à Nice, Elie, j'étais à Cannes pour le WAICF, le World AI Cannes Festival, un événement régional qui se veut avoir une certaine vocation internationale. Et c'est pas évident. Ça s'appelle World quand même. Ah, ça s'appelle World, mais bon, ça n'a peut-être de World que dans le nom, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, outre la présence de Jean-Michel Jarre et de Yann Lequin, ex-Meta, aujourd'hui Ami Labs, une des stars françaises de l'IA quand même, j'ai pu rencontrer un homme que tu connais bien, Elie, oui, qui est l'un des 3 co-créateurs de ce WAICF à Cannes. Il s'appelle Marco Landi. Je te laisse te présenter, Elie. Qui est Marco Landi? Marco Landi a fait plein de choses, mais moi je l'ai très bien connu pendant sa période Apple, où il a été à un moment donné patron de l'Europe. Et puis après, il a même eu un poste au-delà de ça. C'est là où on avait un peu perdu contact, mais on s'est retrouvés lorsqu'il a lancé le WCIF. On a échangé un tout petit peu et on avait de très bons rapports à l'époque. C'est quelqu'un dont je me rappelle. C'était la période Apple où on communiquait. C'est-à-dire qu'Apple communiquait avec son réseau de distribution. Nous, on communiquait avec Apple et il y avait un échange. Et ça, c'était la belle période. Ouais, voilà. C'est le WAICF, pas le CAIF. Mais il t'en voudra pas. Alors, Marco Landi, effectivement, il a eu des responsabilités européennes et il a aussi été VP Apple en charge du marketing mondial. C'est-à-dire que c'était le prédécesseur de Greg Joswiak. Alors, à une autre époque, certes, Apple avait moins de moyens, mais quand même, il était à la tête du marketing mondial d'Apple. Il fait partie de ce petit cercle qui a œuvré pour le retour de Steve Jobs en 1997, après sa traversée du désert et la période Next. Et puisque Marco Landi était à Cannes à la tête d'un événement dédié à l'IA, j'ai évidemment profité de mon interview avec lui, dont vous retrouverez l'intégralité
dans Les Voix de la Tech, le nouvel épisode qui est sur le point d'arriver, eh bien, j'ai profité de ce moment avec Marco Landi pour lui demander ce qu'il pensait de la stratégie d'Apple en termes d'IA et du retard, évidemment, qu'on venait d'apprendre du nouveau report de Siri. Je vous propose de rejoindre Cannes quelques instants et d'écouter la réponse de Marco Landi. Apple a beaucoup de difficultés avec sa stratégie IA. Est-ce que vous comprenez les errements de Tim Cook et de toute l'équipe d'Apple qui semblent prendre un retard considérable? Et le retard, il est déjà supérieur à 1 an et ils annoncent à nouveau un retard de plusieurs mois. Comment vous le comprenez? Non, je ne le comprends pas. Je pense que est incroyable que Apple doit maintenant se mettre ensemble avec Google pour prendre de l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Mais c'est pas que ça. Depuis que Steve Jobs est parti, et c'est moi qui l'ai fait rentrer. J'ai été dans le groupe qui a fait rentrer Steve Jobs. Qui a fait revenir Steve Jobs. A fait revenir, parce qu'il était viré en 1985. Moi, j'étais dans le groupe qui l'a fait revenir en 1996, 11 ans après. Mais après que Steve est parti, qu'est-ce que tu as vu de nouveau, malheureusement? Pas beaucoup. Combien de gens ils utilisent les iWatch? Apple Watch. Tout est sur la vision, les produits qu'il avait lancés, Steve Jobs, iPod, iPhone, iPad. Et c'est le manque de cette innovation, de cette ambition d'aller au-delà qui lui a fait rater les tournants de l'intelligence artificielle. Pour vous, le retard d'Apple, il est grave? Énorme. Et il ressemble au 1995, quand j'étais le président mondial, qu'on avait un grave retard et que sur les operating systems, et qu'on a dû aller à chercher un operating system à l'étranger, dehors des Apple Computer. Et là, on a eu une grande chance. On a trouvé Steve Jobs, qui est rentré et qui a changé le world. J'espère qu'ils vont trouver une autre capable de faire la même chose qu'il a fait avec Steve Jobs. Ce sera difficile. Est-ce que pour vous, l'IA peut complètement changer les cartes dans l'univers des grandes entreprises de la tech? Est-ce qu'Apple pourrait perdre son leadership à cause de ses erreurs de stratégie? Ils sont en train déjà de perdre la leadership. Et je voudrais seulement faire noter une chose. Qui avait créé l'iMac? Jonathan Ive, qui était le phénomène, un génie de l'industrial design, travaille maintenant avec OpenAI. Mais ils ont du mal, hein? Attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'attends qu'ils vont créer un nouveau téléphone qui sera quelque chose de très innovatif, parce que Jonathan Ive, c'est vraiment le génie de l'industrial design. On aura bientôt, je le vois venir, un téléphone qui sera l'assistante virtuelle de chacun de nous, qui va complètement changer la façon avec laquelle nous, on utilise l'iPhone. Bon, ils ont dit que ce ne serait pas un téléphone. Bravo, c'est quelque chose, je l'appelle l'assistante virtuelle. Un assistant qui est toujours avec nous, toujours à l'écoute et qui nous donnera la possibilité d'utiliser la communication d'une façon plus simple, plus facile et je suppose quand même plus humaine. Voilà, Marco Landi, ancien vice-président d'Apple en charge du marketing mondial. Pas tendre avec ce qu'il a dit. Ouais. Pas tendre avec Tim Cook finalement, hein, dont il dit qu'il a rien à Au niveau innovation. Ouais. Il n'a pas parlé de la façon de gérer Apple. Ça, c'était une autre question, parce que lui parle que des produits. Steve Jobs aurait certainement continué à sortir des produits étonnants, mais sans Tim Cook, Apple ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'est sûr. Mais pour le reste, je suis un peu d'accord. Il n'y a pas de produit révolutionnaire. Et puis, ces retards ne se seraient jamais produits comme ça. Et quand Marco Landi dit que c'est quand même invraisemblable qu'Apple doive aller chercher finalement de l'aide chez Google pour se sortir du mauvais pas de l'IA,
Tu es Oui. d'accord avec lui? Bah oui, parce qu'Apple, avec le nombre d'ingénieurs qu'ils ont, avec les ressources financières qu'ils ont trop tardé à sortir. En fait, l'erreur, ça a été d'essayer de faire évoluer Siri vers un Siri Plus. Ils auraient dû, on en a déjà parlé, faire table rase et dire, bon, Siri, il est ce qu'il est aujourd'hui, il est trop compliqué à modifier. Construisant un assistant, ChatGPT est parti de 0 et tous les autres sont partis de 0, mais ils sont partis avec des bases saines. C'est très difficile d'essayer d'être compatible avec le passé quand on veut faire quelque chose de très nouveau. Et il y a eu aussi le fait que en interne, ils utilisaient des produits anthropiques, des versions de Claude, qu'ils ont négocié avec eux et que c'était presque entendu que ce serait Anthropique qui allait faire ce nouvel assistant personnel. Il y a eu des problèmes, ils se sont pas entendus, les négociations ont coupé, alors que le produit devait être déjà quasiment développé. Donc, du coup, ils se sont retournés vers Google, avec qui ils avaient eu des échanges au début, comme ils avaient eu des échanges avec OpenAI. C'est-à-dire qu'en fait, Apple a travaillé avec quasiment tous les acteurs, quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, et ils ont tourné de l'un à l'autre, puisqu'on a vu au tout début que ChatGPT était intégré quand même au début d'une façon assez limitée. Puis après, ils ont dit, bon, ben, ça, ils l'ont pas dit, mais eux-mêmes travaillaient donc sur Claude. Et puis après, c'est Google qui est revenu. Donc, mais Google n'est pas, c'est ce que nous dit Mark Gurman, le produit sur lequel Apple est prêt, en fait, Gemini, à s'engager pendant des années. Ils sont prêts à l'utiliser tant qu'il faudra. Ouais. Mais ils veulent quand même le leur. Mais alors, le leur, c'est quoi? C'est ce qu'on ne sait pas. Ouais. On sera peut-être un peu plus avancé à la WWDC, donc théoriquement dès le juin. Voilà. En tout cas, je voulais partager avec vous ce morceau de l'interview de Marc Orlandi que vous retrouverez donc en intégralité dans le prochain épisode des Voix de la Tech, mon autre podcast C'était très intéressant parce que c'est la vision d'Apple, de l'ancienne Apple. De quelqu'un qui était chez Apple à une période très difficile et qui avait une vision d'Apple qui n'est pas la vision actuelle. Donc, il y a des plus et des moins, mais c'était intéressant en tout cas. Ouais. Merci Elie. Comme le dit Thibaut, que je salue dans le chat, il est un peu dur sur les Apple Watch Marc Orlandi. C'est plus les iWatch, ça c'était le nom de code. Avant la sortie, beaucoup de monde en porte. Rappelle Thibaut, et c'est vrai, on nous voit pas avec toi. Oui, mais moi aussi Thibaut, on est bien d'accord. Alors on va passer à l'événement de la semaine, et alors l'événement de la semaine, Apple nous le livre sur un plateau, Elie, puisque l'info est tombée quelques minutes avant qu'on démarre cet enregistrement. Cette info de la semaine, c'est donc l'officialisation d'un événement Apple à 3 endroits de la planète le 4 mars, New York, Paris, Shanghai. À Paris, ce sera à 15h. En fait, ce sera partout en même temps. Mais évidemment, avec les différences de fuseau horaire, il sera 9h à New York et donc 15h à Paris et en début de soirée en Chine. Alors, déjà, certains parlent de keynote. Est-ce que tu as le sentiment que ça va être une keynote au sens où on l'entend? Du tout. Non. Et même si le communiqué est bref, les mots sont très importants et l'analyse. Bon, après le logo, on va encore spéculer pourquoi il y a 3 couleurs. Mais bon, ça, on ne sait pas. Ça, franchement, moi, je suis pas un spéculateur de logo. Mais les mots ont leur importance. Et ce n'est pas un événement. C'est une expérience. Spéciale. Alors, oui, bien sûr. Une mais il y a une différence. Spéciale. Parce qu'un événement, c'est streamé au niveau worldwide. Une expérience, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter justement sur place. Donc, ils font quelque chose qui est taillé pour ceux qui seront invités aux 3 endroits. Et donc, ça a moins de portée. Maintenant, est-ce que ça sera streamé? Probablement oui. Est-ce que ça sera du direct? On n'en sait rien, parce que l'heure est aussi très importante. Si c'était un événement genre keynote, ça serait quelque chose du style 19h. 15h, c'est l'heure à laquelle l'Apple Store réouvre quand Apple fait une annonce produit par communiqué de presse. Donc, je m'attends à une sorte de communiqué de presse à 15h, avec ou pas de vidéo simultanée, mais forcément une vidéo dans la journée même. Mais si c'est du live, je ne crois pas.
Et tu sais, faisons une parenthèse sur l'horaire. Effectivement, c'est très important. À cette heure-là, donc 9 heures du matin à New York, il est 6 heures du matin à Los Angeles. En revanche, c'est le début de soirée, enfin la fin de journée, début de soirée en Chine. Et ça me donne l'impression qu'Apple a voulu privilégier la Chine au détriment de la côte ouest. Est-ce que tu le vois comme ça? Ah, écoute, c'est pas impossible, mais pourquoi dans ce cas-là? Quels produits vont-ils annoncer qui seraient plus importants en Chine qu'aux États-Unis ou en Europe? Pourquoi pas avoir gardé les horaires habituels qui étaient 10 heures du matin à Cupertino, 19 heures à Paris, mais du coup ça faisait du 2 heures du matin en Chine. Donc entre guillemets, il se coupait du public chinois. Mais quand Apple annonce des produits autrement, comme ceux qu'on a eu en rafale avec une annonce par jour pendant une semaine, etc., ou quand ils sortent un produit par simple annonce, c'est toujours à 15 heures Europe. Ça correspond à 9 heures du matin New York. Pourquoi? Parce que la bourse à New York démarre à cette heure-là. L'ouverture est à 9 heures ou à 10 heures. Donc, 10 heures, ouais. 10 heures. Ce qu'ils veulent, c'est profiter de l'annonce pour que justement tous les journalistes qui seront dans les médias fassent un direct qui va sortir à l'ouverture de la bourse et que la bourse, positive ou négativement, réagisse aux annonces Apple. Ouais. Donc, je pense que c'est à cause de ça. Et c'est ce qui me fait dire que c'est pas une keynote. Bon. Alors, un mot quand même du visuel. Alors, on retrouve le logo de la pomme croquée, évidemment. Comment tu peux décrire déjà ce visuel, Ellie? C'est une sorte de pomme découpée en lamelles virtuelles horizontalement, un peu futuriste. Et puis, c'est avec des couleurs, avec 3 couleurs. Alors, il y en a qui soient plus que les autres, mais ça ne peut pas donner une indication quelle qu'elle soit sur ce qui va être annoncé, à part s'ils sortent beaucoup d'annonces morcelées. Donc, c'est quelque chose. Sauf, Ellie, bon, alors dans cette pomme, alors moi je vois majoritairement du jaune et du vert. Oui. Un tout petit peu de bleu dans la partie basse. Est-ce que tu vois du rose? Alors je vois pas de rose, c'est vrai, mais on annonce 4 couleurs pour le futur MacBook à processeur d'iPhone. C'est pour ça que je disais ça. Le jaune, le vert, le bleu et le rose. Mais c'est pour ça. Exact, c'est pour ça. Ça veut dire que potentiellement le MacBook à processeur iPhone sera dévoilé le 4 mars. On va dire que ça renforce cette hypothèse. Est-ce que pour toi, ça va être le jour des portables et peut-être d'autres choses? Alors, oui et non. Merci. Essayons d'éclaircir tout ça. Très probablement, le MacBook d'entrée de gamme, qui est un produit avec un écran légèrement plus petit, puisqu'on parle de 12 pouces. Ça sera peut-être 12 points quelque chose. 12.9, je crois. Avec un processeur A18. Oui. Pour un prix intéressant, on parle de 500 à 600 $. Pourquoi est-ce que c'est un produit qui est très... Bon, on parle aussi de 8 gigas de mémoire. Alors, il y a des gens qui commencent déjà à râler. 8 gigas en 2026, c'est une honte. Bon, pour un produit à 500 $, 8 gigas, on fait beaucoup de choses. Hein. On a fait beaucoup de choses avec 8 gigas par le passé déjà. Hein, mais c'est un produit d'entrée de gamme. On peut pas tout demander. Hein. Et pourquoi c'est très important au mois de mars? Rappelle-toi que c'est au mois de mars qu'Apple fait ces énormes annonces dans le domaine de l'éducation. Il y a eu des keynotes entières en mars pour parler d'éducation. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux écoles, aux universités de préparer leurs commandes. Et c'est au mois de mars que ça se passe, donc c'est pas anodin. Ouais, début mars, donc on est bien. Oui. On serait bien. Ouais. Donc là, on serait bien. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres produits? La réponse est probablement oui, mais est-ce qu'ils vont les annoncer à cet événement-là? Tout va dépendre si Apple veut faire 15 annonces, profitant que les gens sont là, ou se focaliser sur les produits essentiels. Encore une fois, les médias retiennent quelques infos, pas 15 infos, sinon il y en a qui vont passer à l'as. Et on nous parle de l'iPhone 17e, qui serait le pendant, parce que c'est un produit pas cher, et qui serait le pendant du MacBook, je sais pas comment ils vont l'appeler, mais de ce MacBook-là. Ouais, c'est une bonne question comment ils vont l'appeler, parce que
certains se demandent si Apple va pas faire renaître l'appellation iBook. Pourquoi pas? Tu y crois? Le nom était très sympa à l'époque. Sur quoi tu miserais? Est-ce que tu miserais sur MacBook, sur iBook, Soit MacBook tout seul, il serait pas. MacBook SE, j'ai entendu ici. J'ai entendu aussi. Et sinon MacBook E, puisqu'il va y avoir un iPhone E. Puisque. MacBook ah oui. Oui. Mais E pourquoi? Pour E. Je me pose toujours la même question à propos de l'iPhone, tu sais, même si Apple a Oui, oui. répondu, mais Voilà. Et donc, si tu devais miser, tu parierais quoi? moi, je dirais MacBook. C'est simple. Pourquoi? Ou iBook. iBook, ça me dérangerait pas. Au contraire, j'aimerais beaucoup. iBook ou MacBook. Ok. Bon, Alors, est-ce que les pros doivent être Voilà. annoncés en même temps? C'est pas sûr du tout, parce que annoncer des MacBook Pro nécessite une explication par rapport aux processeurs Pro et Max. Je pense pas qu'il y aura un Ultra dans un portable, hein, mais tout est possible. Mais en tout cas, Pro et Max, oui. c'est toujours une possibilité, hein. Tant que C'est une qu'on est saturé du possibilité, mais critère. même les commentateurs sérieux américains disent qu'il va y avoir des annonces de portables, mais que peut-être pas tout en même temps. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas annoncé dans la semaine ou plus tard ou lors de notre événement. Ils sont capables de le faire. Mais étant donné que là, ils réunissent quand même un certain nombre de médias qui leur sont chers et qui doivent certainement leur payer le voyage ou en tout cas la présence dans ces villes-là, ils pourraient profiter pour faire un concentré, sauf s'ils les gardent pendant 48 ou 72 heures et qu'ils leur font une annonce par jour, hein, qu'ils soient sectorisés. Ils sont capables de le faire, mais ils l'ont jamais fait. Non, ils ont dit que c'était le 4 à 4 ou 4. 9h et 15h, je pense que ce sera un Donc, check. alors, est-ce qu'ils vont tout annoncer? Ce qui est quasiment sûr, c'est que il n'y aura rien de domotique. Oublions-le, parce que... Mais c'est là où je me demande, justement, parce que l'expérience Apple, est-ce que ce serait pas justement de mettre les journalistes, les invités, dans un environnement comme à la maison, c'est-à-dire avec une maison qui serait équipée justement de cette nouvelle famille de produits? Ben, ça serait possible s'ils n'étaient pas en retard sur les séries, parce que comment Moi, honnêtement, comment tu veux présenter l'environnement si t'as pas l'OS? Avec des bêtas, voilà, on vous montre comment ce sera dans 2 mois quand les produits sortiront. Je crois qu'Apple est revenu de cette histoire de faire des présentations avec des bêtas. Ça leur a coûté trop cher au moment de l'IA où ils avaient des démos qui étaient un peu. Je crois pas. Qu'est-ce qui justifie l'appellation expérience spéciale, et qu'est-ce qui justifie de faire venir les journalistes dans 3 endroits différents sur la planète? D'abord, on sent du coup qu'il y a un besoin d'être physiquement présent. Donc c'est bien pour faire la démonstration de quelque chose que ceux qui vont être invités puissent se rendre compte, toucher, apprécier. Tu vois, j'ai du mal à justifier l'appellation. Si c'est juste des MacBook Pro et un iPhone 17e. On parlait d'autres choses, mais qui semblent moins logiques, parce qu'est ressorti le nouvel écran Apple dans la liste des choses qui pourraient sortir. Mais le nouvel écran Apple, sans sortir le Mac Studio ou le Mac Mini, ça ne rime à rien. Oui. L'écran tout seul, il sert à rien. Donc, et ça ne pourrait pas avoir une salve de Mac tous les M5? Écoute, ça serait une occasion, et en tout cas, ça nous permettrait d'avoir des tas de choses à dire. Oui. Donc, allez, maintenant il faut s'engager. Si tu devais faire un pari sur le contenu, qu'est-ce que tu mettrais dans la liste? MacBook et iPhone sûr. La partie Pro, j'aimerais. Je ne suis pas sûr à 100%. D'accord. Et en tout cas, la domotique, non. Ok. Non. Malheureusement. Et donc, je ne sais pas si tu as vu, c'était sur les réseaux sociaux. Ils ont fait une sorte de poster qui ressemble à un truc à la Apple en disant, en anglais, hein, toujours en retard. En retard encore. Il y a marqué désolé, et puis il y a marqué 2025, 2027, 2027, 2028 avec un point d'interrogation. Donc, ils se moquent beaucoup.
Mais donc, ok, donc je t'ai entendu, Ellie. MacBook, peut-être les MacBook Pro, iPhone 17e, et du coup, écran ou pas écran, et Mac Mini, Mac Studio ou pas? Alors voilà, s'il y a Mac Mini et Mac Studio, écran. Sinon, s'il y a que les MacBook Pro, non. Mais sinon, ça fait beaucoup de produits annoncés en un seul jour. Hein. Mais Avec peut-être cette peur de, tu sais, de la cannibalisation et qu'on parle pas assez du MacBook low cost. oui, après, ça peut se justifier qu'ils présentent physiquement ce produit en disant, regardez, il a un processeur d'iPhone, regardez ses performances, regardez son autonomie, regardez sa batterie, regardez, et après, ils peuvent le présenter avec des logiciels. Hein. Ils peuvent présenter des logiciels qui vont fonctionner dessus, des logiciels dans le domaine de l'éducation. Ils peuvent faire venir des écoles ou des universités qui ont pu tester le produit pour dire que voilà que ça tient la journée en campus sans avoir besoin de le recharger et d'autres choses, ou que c'est facilement transportable, ou que ça communique. On ne sait pas, mais imagine que ce qu'ils aient mis dedans, on n'en sait rien, une de leurs puces maison qui, en même temps, ferait de ce MacBook un outil qui communique. C'est-à-dire que directement, il pourrait se connecter non seulement au Wi-Fi, bien sûr, mais sur un réseau donc du style 4G ou 5G, et qui serait le produit idéal que tu pourrais vraiment utiliser partout sans avoir besoin de brancher autre chose. C'est la petite surprise de plus, parce que ces puces, ils les ont, hein, ils peuvent s'en servir quand ils veulent. Voilà. Okay. Après, je sais qu'ils aiment pas trop mélanger, parce que même quand ils ont fait leurs annonces saucissonnées, ça a traîné sur 3-4 jours de la semaine, mais tout n'était pas le même jour, parce que sinon, suivant les médias et les journalistes qui sont, ils vont te parler du MacBook Pro M5 Max, parce qu'ils vont trouver que c'est la puissance, et ils vont passer à côté du MacBook de base. Donc, je ne sais pas. Un événement par jour, c'est mieux, hein, selon la stratégie Apple 2025-2026. Mais oui, mais parce que les produits innovants, c'est pas le fait qu'ils mettent un M5 dans un MacBook Pro. Là, on va discuter performance. On fera l'analyse des processeurs Pro et Max. On verra quel est le gain de performance. On parlait à un moment donné dans les benches d'un apport de performance important, mais il sera exactement pareil. Il aura le même look, il aura le même clavier, il aura les mêmes connectiques que le précédent, puisque le redesign arrive avec les M6. Donc, ce n'est pas sur les MacBooks qui vont exciter les journalistes et les spécialistes. Nous, évidemment, quand ils vont nous parler de performance, on va regarder, on va dire, waouh, c'est mieux, c'est plus rapide, on va dire c'est génial, et puis après on va se dire, oui, mais enfin, est-ce qu'on attend l'OLED quand même? Donc, c'est d'ailleurs la même chose, et on va en parler après, sur les téléphones. Et pourquoi est-ce que les téléphones de septembre ne seront peut-être pas tous si innovants? C'est un peu lié à ça. Parce qu'Apple a un message à passer, et ce n'est pas le Pro, et ce n'est pas le 18, et ce n'est pas le 18 Pro. C'est le Fold. Et oui. Et il ne faut pas mélanger. Voilà, on en reparlera dans la deuxième partie de l'épisode tout à l'heure, hein, de ces futurs iPhones et d'iOS 27 sur lequel il faut peut-être pas mettre trop d'espoir. Dans un instant, le JT de la semaine, mais juste avant, je me permets de prendre un instant d'abord pour vous remercier, vous, nos soutiens Patreon. Merci de votre présence, de votre fidélité. C'est grâce à vous qu'on peut continuer iWeek toutes les semaines. Donc merci de nous aider à faire vivre le podcast. On a absolument besoin de vous, et si vous voulez contribuer vous aussi à nous aider, à nous soutenir, et aussi si vous voulez rejoindre la communauté, pouvoir participer à l'enregistrement hebdomadaire de l'émission, suivre le flux en direct, le stream, pouvoir intervenir dans le chat et même intervenir en visio si le cœur vous en dit, eh bien, il vous suffit de nous soutenir via patreon.com/iWeek. Un grand merci à toutes et à tous. Et merci aussi à vous qui êtes dans le chat. Je salue notamment Didier, un de nos fidèles qui vient de nous rejoindre. On passe au JT de la semaine, mon cher Elie, avec une triste nouvelle pour démarrer. On l'a appris il y a quelques heures, la mort de la productrice de la série Téhéran, Dana Eden, qu'on a trouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Athènes, enfin en Grèce, pendant le tournage de la saison 4 de cette série que toi et moi, on est en train de regarder, puisque c'est la saison 3 qui est disponible en ce moment sur Apple TV. Oui, et c'est d'autant plus triste que c'est une série
étonnante qui nous tient en haleine toutes les semaines à chaque nouvel épisode, qui est d'autant plus importante que l'actualité de ce qui se passe en Iran est toujours en cours et que c'est un pays du coup qui résonne aux oreilles de tout le monde. C'est sûr qu'on est plein dans l'actu avec la série, hein. C'est sûr. Mais oui. Et donc, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas trop de détails encore, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle travaille en fait dans une société qui produit des séries, dont celle-ci qui a été achetée par Apple. Mais c'est quelqu'un qui est très très connu en Israël, puisque c'est une société de production israélienne qui filme Téhéran. Et donc, à part les hommages qui commencent à tomber des personnes qui la connaissaient, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Donc, ouais. En tout cas, elle n'avait que 52 ans. Alors, il est probable que le tournage de la saison soit interrompu, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. En tout cas, une enquête va être menée, une autopsie a été demandée. Oui. Pour savoir s'il est question d'une mort accidentelle, peut-être d'un suicide ou peut-être d'autres choses. C'est vrai que cette série, Ellie, elle repose sur des faits qui sont très proches de la réalité. Bon, ce décès est quand même étonnant. Enfin voilà, ça peut être un accident, mais ça peut aussi, je ne sais pas. Apparemment, ils auraient demandé une autopsie quand même, et ils vont regarder toutes les caméras qu'il pouvait y avoir dans l'hôtel, etc. Et ils sont à la recherche de témoins. Parce que effectivement, cette série raconte, on va pas donner de spoil pour ceux qui voudraient découvrir cette série, mais en fait, c'est l'histoire d'un agent du Mossad, donc une jeune femme qui va en Iran, à Téhéran justement, pour accomplir une mission qui doit être simple au début et qui se retrouve en fait, qui perd ses contacts et qui se retrouve perdu dans une ville et dans un pays qui est totalement hostile. Surtout aux espions venant d'un pays avec lequel ils sont en guerre, entre guillemets, depuis toujours. Ouais. Bon, voilà. Donc, bien triste nouvelle à propos de Dana Eden, dont le corps a été découvert par son frère. Hein. C'est particulièrement triste. Et les premiers éléments de l'enquête, apparemment, sont plus vers un suicide. Mais voilà, vraisemblablement, les enquêteurs vont chercher à en avoir la certitude. Autre sujet, Ellie, cette fois on revient dans l'univers vraiment Apple. Les futurs MacBook pourraient partager une caractéristique commune avec les prochains Samsung Galaxy S26 Ultra. Et cette nouveauté, cette innovation, elle concerne l'écran, puisqu'il est question qu'un filtre de confidentialité qui empêche donc, si on n'est pas vraiment en face de lire ce qui est à l'écran, soit intégré en standard dans les écrans des futurs MacBook. C'est vrai. Et il y a des fabricants de filtres qui vont pas être contents parce que ces filtres de confidentialité existent déjà, mais ils sont fabriqués par des tiers. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on pose par-dessus. Donc, c'est certainement de moins bonne qualité que si Apple décide de le faire et de l'intégrer directement dans la fabrication de l'appareil. Je ne sais pas comment ça fonctionnera chez Apple puisque ça fera partie de la dalle de l'écran. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra être réglable ou pas, activable ou pas? C'est ça. C'est ça ce qui serait bien. Ouais. Parce que le problème de ces filtres de confidentialité, c'est que oui, ça empêche votre voisin dans l'avion de voir ce que vous êtes en train de faire, mais de l'autre côté, la qualité de l'affichage est quand même pas aussi bonne quand il est, parce que ça protège, donc ça diminue la clarté de l'image. Alors, dans le cas de Samsung, en fait, c'est une techno que le Coréen a présenté dès 2024 sous le nom de Flex Magic Pixel et qui repose sur l'IA pour ajuster dynamiquement les pixels de la dalle et pour contrôler les angles de vision. Alors, on sait que Samsung est l'un des fournisseurs de dalles d'Apple.
d'où aussi la probabilité que ça arrive sur les MacBooks. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement ce filtre dynamique, en tout cas dans le cas du futur S26 Ultra qui sera officialisé à la fin du mois de février, en fait le filtre ne s'active qu'à certains moments, par exemple quand on tape un mot de passe. Ah, tu vois, intéressant. Bah, on tape un la mot de passe, mauvaise là, nouvelle, plus personne ne peut lire l'écran sauf celui qui est en face. Donc vous. d'accord. Alors la mauvaise nouvelle, c'est dans ce que tu as dit. Si c'est contrôlé par l'IA, ça veut dire que chez Apple, on va avoir ça en 2030. Hein. Donc, bon, je voudrais pas décourager les gens, mais En tout cas, l'autre indice qui montre que ça pourrait arriver chez Apple, c'est que Apple a déposé et a fait valider un brevet en 2023 qui correspond à un filtre de ce type sur un écran de portable. Voilà. En revanche, a priori, ce serait pas pour tout de suite. Hein. Si l'arrivée sur le Galaxy S26 Ultra est prévue là dans les semaines qui viennent sur les écrans des MacBook et MacBook Pro, ce serait vraisemblablement au moins dans quelques mois, si ce n'est dans quelques années. Donc, il faudra attendre sans doute un petit peu plus. Autre info, mon cher Eli, elle concerne le prix de la RAM, hein, comme vous le savez tous, qui explose. Apple aurait accepté le principe de payer son stockage flash 2 fois plus cher. Alors moi, la nouvelle m'a étonné parce que j'avais l'impression qu'Apple aurait un pouvoir de négociation plus fort, parce qu'accepter juste de payer le double, c'est énorme. Ce serait à partir du mois de janvier, en tout cas du premier trimestre de cette année 2026. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour nous, Ellie, à ton avis? Est-ce que c'est une explosion du prix qu'Apple va intégrer ou qui va se répercuter forcément? ben oui, surtout sur une telle augmentation, Apple va le répercuter. Enfin, Apple va regarder aussi ce que font les autres acteurs de l'industrie. Ils vont pas se retrouver du jour au lendemain avec un produit qui coûterait le double. Déjà, normalement, les produits Apple sont légèrement, et parfois pas si légèrement que ça, plus chers que la concurrence. Ils ne peuvent pas se permettre le luxe d'être 2 fois plus chers que les autres. Hein. Donc, d'un autre côté, c'est des prix qui sont réajustés par trimestre. Donc, ça veut dire que... à chaque sens. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'Apple a pu accepter cette fois-ci parce qu'ils ont un besoin impératif d'avoir une certaine quantité de mémoire et ils l'achètent au prix du marché d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils ont négocié en disant, écoutez, on accepte aujourd'hui, mais dans 3 mois, on rediscute. Dans 3 mois, on verra comment ça aura évolué. On verra aussi ce que fait la concurrence. À un moment donné, il y a des gens qui, à ce niveau-là de prix, vont se dire que c'est rentable de réactiver des lignes de production ou de créer des nouvelles usines. Si en plus, il y a des investissements dans certains pays qui vont être encouragés par les pays pour développer l'économie, il se pourrait qu'il y ait des chaînes de fabrication qui repartent en Europe ou aux États-Unis, où elles ont été abandonnées parce que la production était trop chère. Ouais, mais tu sais, c'est des, entre guillemets, des usines qui demandent 1 an et demi, 2 ans minimum pour être fabriquées, enfin, montées ou relancées. C'est vrai. Après, quand on veut, on sait faire vite. Hein. Bon, en tout cas, on parle bien de la NAND, hein, dans cette mémoire flash qu'on trouve dans les iPhones et dans la très grande majorité des produits Apple, évidemment, vous l'avez compris. Voilà, donc pas une très très bonne nouvelle potentiellement pour nos portefeuilles et qui n'est pas la seule puisque au-delà de la mémoire vive et la mémoire flash, plutôt comme on l'appelle aujourd'hui, eh bien les disques durs sont aussi touchés par l'inflation galopante, l'explosion des prix. En tout cas, c'est ce que dit très clairement le patron de Western Digital. Les stocks, enfin en gros tous les disques durs, toute la production 2026 est déjà vendue en gros. Ça veut dire que ceux qui en veulent vont les payer cher et vont aussi peut-être devoir attendre.
en plus. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'article et dans l'analyse, c'est que ils envisagent et ils parlent de la possibilité. Moi, j'ai pas l'habitude qu'Apple fasse ça, mais en tout cas, de la possibilité qu'Apple grignote sur ses marges, parce que du coup, ça leur permettrait de se rapprocher de leurs concurrents qui vont les payer au même prix qu'Apple, hein, donc, mais qui ont peut-être un peu moins d'argent dans leur caisse. Donc, est-ce qu'Apple pourrait ne pas trop bouger les prix et grignoter ou piquer des clients aux autres qui, eux, vont être un peu obligés de le faire? Et Apple, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve l'analyse intéressante. On n'a jamais vu à ce jour, hein, mais... Ouais. Bon, et puis on va finir par une note d'optimisme quand même, et on va reboucler sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir les annonces à venir d'Apple dans le domaine de la domotique. Je vois que Fred Toustef vient de nous rejoindre, je le vois dans le chat, je salue Fred, qui est un grand amateur de domotique, et notamment de domotique Apple. On attend bien 3 produits dans l'année, Ellie, dans le monde de la domotique chez Apple. Un produit, renouvellement d'un produit qu'on connaît bien, qui est le HomePod mini. Un produit vraiment nouveau qui sera le Home Hub ou le Apple Hub, donc cette centrale domotique autour d'un écran sur pied ou qu'on pourra fixer au mur si les rumeurs se confirment. Et puis, caméra de sécurité, une sonnette Apple, potentiellement. Oui, c'est et des caméras. Ouais, c'est aussi dans le tuyau des rumeurs, en tout cas. Oui, et plus on s'approche de la sortie de ces produits, plus on commence à voir des petits moins en attendant les plus. Les plus, on les verra lorsque les produits sortiront. Mais le petit moins, c'est que, en parlant de ces 3 produits-là, on commence à nous dire, le HomePod mini version 2, ça sera comme le HomePod mini version 1, avec de nouvelles couleurs. Mais l'écran sera le même. Et peut-être qu'ils amélioreraient un peu le son. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Et je me suis dit, non, il faut pas nous faire ça. Je t'assure. Comment ça? C'est quoi l'écran sur le HomePod mini? Le petit écran qu'il y a dessus, qui ne fait que clignoter là, comme ça. Ah oui, d'accord. T'appelles ça un écran, toi? Ouais, c'est une lumière, quoi. Oui. Ouais, non, mais parce que il y avait eu des rumeurs au départ que ça allait être amélioré et qu'il pourrait y avoir certains affichages, pourrait y avoir, j'en sais rien, la pochette de l'album ou le titre des chansons ou des choses un peu plus visuelles. Bon, c'est vrai que dans une enceinte, on regarde pas systématiquement les affiches dessus. Mais voilà, bon, enfin, ce truc qui clignote effectivement au-dessus serait le même. Donc, du coup... Fait charrier dans le chat, oui. Oui, c'est un écran, c'est comme ça qu'ils l'appellent Apple, hein, donc moi, j'y peux rien. Didier te reprend en disant la LED, oui, la LED, la LED. Voilà, c'est ça. Une. Oui, ce truc qui... C'est ça. Bon, alors, évidemment, le HomePod mini, on va dire 2, c'est le moins excitant parce que c'est bon, on le connaît déjà, le HomePod mini. En revanche, évidemment, le Home Hub ou Apple Hub, ça c'est excitant. Et voilà, les caméras de. J'avoue que j'ai du mal à imaginer Apple aller sur le terrain des caméras et des poignées, enfin des serrures. Il parle pas de serrure, mais il parle de portier vidéo, puisque il y a portier, tu as raison. Oui, qui fonctionnerait avec Face ID, qui utiliserait du HomeKit Secure Video, et qui en fait, quand toi tu arrives chez toi et que le portier te reconnaît, ça te déverrouille éventuellement une serrure qui n'est pas fabriquée par Apple dans ce cas-là, mais comme ça fonctionne dans HomeKit, n'importe laquelle pourrait fonctionner. C'est vrai, et les caméras de sécurité, c'est parce qu'il y a une grosse problématique de sécurité aujourd'hui et de données, et le fait que Apple rentre là-dedans, ça veut dire que des caméras que tu mets à l'intérieur de ta maison, tu veux être sûr que ces données ne sortent pas de chez toi. Parce que c'est des caméras qui te filment tout le temps, que tu le veuilles ou pas, donc puisque c'est toi-même qui les as installées. Donc il y a un marché pour ça. Et Apple peut apporter quelque chose, surtout dans un écosystème où quand tu vas avoir ton, comment ils appellent ça, le HomePod ou le Home Hub, peu importe. Hein, et ouais. À un moment donné, les caméras vont s'afficher dessus, tu vas pouvoir faire des choix, tu vas regarder ce qui se passe dans ton jardin, ou etc., etc. Et quand quelqu'un sonne donc à la porte,
Comme c'est du HomeKit, ça veut dire que si toi, tu es en train de regarder un film sur ta télé avec ton Apple TV, il y aura une fenêtre qui va apparaître avec la caméra de la porte. Ça marche déjà, mais avec tes fabricants tiers. Ouais. Dans le chat, Fred Toustef lui appelle de ses voeux une gestion unifiée avec une sauvegarde de l'installation. Et Didier complète en disant ceci: honnêtement, je me fiche des accessoires, le hub et le logiciel, c'est bien plus important. Les caméras et autres sonnettes, on en trouve partout. Bien sûr, mais il faut qu'elles soient compatibles. Et la compatibilité avec Apple Home est pas toujours évidente. Ouais. Il y en a, mais très cher. Mais en tout cas, ça va être une vraie petite révolution, hein, si Apple se lance sur ce domaine-là. De la oui, parce que en plus, s'ils sont compatibles Matter, et aujourd'hui ça m'étonnerait qu'ils ne le soient pas, ça veut dire que eux ils vont le lancer, mais que ça pourrait être utilisé même par d'autres personnes que les utilisateurs de produits Apple. C'est une façon d'ouvrir un peu le marché, en sachant que l'OS, lui, ne tournera que sur la plateforme Apple, encore une fois. Donc la façon de présenter et d'utiliser, voilà. Donc c'est je pense que c'est assez intéressant. Mais ils reprennent dans cet article le fait que ce Hub sortira en même temps que le nouveau Siri. Donc, mais ça fait peut-être partie des choses que le nouveau Siri sait faire. Hein, ne soyons pas trop pessimistes, parce que il y a des choses qui marchent pas, mais il y a des choses qui marchent quand même. Donc on sait jamais. Bon, en tout cas, Didier complète en disant: j'ai du mal à les voir, donc à voir Apple produire plein d'accessoires. Non, Apple, ils veulent gagner beaucoup d'argent dans tous les domaines. Et Tim Cook a dit clairement que la maison était un secteur stratégique pour Apple. Ouais. Tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de la maison. Ouais. Bon. Donc moi, j'y crois. Et le marché potentiel, et si c'est Apple qui le sort, avec leur marketing, avec leur interface utilisateur, etc., il y a plein de gens qui vont en acheter, et puis ça fait des sous pour Apple. Et puis ça leur fait un nouveau domaine. Ouais. Tu penses qu'on pourrait avoir des prises connectées, Apple? Apple peut rien apporter de nouveau dans la prise connectée, parce qu'une prise, elle s'allume, elle s'éteint. Donc, je veux dire, quelle serait... Et je sais. Mais on en a vu qui marchaient pas très bien. C'est vrai, mais maintenant, il y a... Et certaines ne marchent pas très bien. C'est vrai, mais maintenant, il y a quand même un choix de prise à pas cher du tout qui marche pas trop mal. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Apple doit avoir un plus. Et le plus, c'est forcément une interaction. Avec la prise, il y a d'autres domaines sur lesquels ils peuvent faire des choses. Hein. Moi, j'ai plein d'idées à faire en domotique. Hein. Ah bon, bah écoutez. Et j'ai pas tous les laboratoires d'Apple et on va leur proposer de te consulter, alors d'accord. Voilà. Avant de faire une décision. Bon, voilà pour ce JT de la semaine. On va passer à notre info de la semaine, Ellie et chers amis. Bon, cette info, elle est un petit peu pour se dire de diminuer notre niveau d'attente dans la perspective de la rentrée, parce que à la fois du côté d'iOS 27 qu'on découvrira sans doute début juin et des iPhones futurs 18 Pro et Pro Max, Mark Gurman, qui quand même est bien informé, on l'a encore vu il y a quelques heures avec l'annonce de cette expérience Apple spéciale le 4 mars, Mark Gurman nous dit que ce ne sera pas un grand millésime, une grosse mise à jour. Voilà. Ben oui. Ça t'étonne ou pas? Ça t'étonne? C'est dommage. C'est dommage si tout ça se confirme, qu'il le fasse juste pour le premier OS qui sort après le changement de nom. Parce qu'on est passé donc à un OS 26 pour l'année 2026, où Apple a pérennisé l'idée que à chaque nouvelle année, nouvel OS. Si le iOS 27, enfin tout le reste de 27, c'est un 26+, bon, c'est dommage. Oui, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin, on va dire, d'optimiser, et puis ne serait-ce qu'au niveau du design, maintenant qu'Alan est parti, de faire le ménage un peu dans les quiz glace. Tu dis ça pour faire plaisir à Fabrice, hein. Tu veux dire qu'il va réinstaller le nouvel OS dans sa machine? Non, mais sur l'OS, il y a quand même l'intégration de la suite d'Apple Intelligence, de Siri et tout, ce qui je pense, leur demande quand même beaucoup de ressources.
parce qu'ils galèrent très visiblement. C'est peut-être aussi pour ça, du coup, que ils ont revu à la baisse le cahier des charges des nouveautés fonctionnelles d'iOS 27, parce que Bah oui, mais tu sais, quand Mark Gurman fait une analogie, il dit vous voulez savoir iOS 27, ça sera un peu comme Snow Leopard. Pour ceux qui se rappellent, Snow Leopard par rapport à Léopard, c'était le même avec la neige en plus, quoi. C'était un Léopard avec la neige en plus, hein. Donc, mais il était plus stable, hein. On ne peut pas le nier, il était plus stable. Pour ceux qui s'en rappellent. Ce qui est drôle quand on lit les articles sur les futurs iPhone 18 Pro et Pro Max, c'est que qui font la liste des caractéristiques auxquelles on peut s'attendre. Le premier truc qui est cité, c'est les nouvelles couleurs. C'est dire qu'il n'y aura pas grand-chose quand même. Mais sur les iPhones, c'est tout à fait logique. Ouais. C'est vraiment logique qu'ils fassent ça. Alors on parle de 3 couleurs hein, quand même, si ça vous intéresse. Du marron. Donc vous prenez l'iPhone 17 Pro ou Pro Max actuel en orange et en gros vous visualisez le même en marron, en mauve ou en alors burgundy, c'est quoi? Moutarde, non, c'est plus je saurais pas définir. Attends, je suis très mauvais. Ah, ça ouais, mauve et vin rouge quoi. Ouais. Oui, d'accord. Vin rouge. Comme vin de Bourgogne. Vin Bourgogne. Voilà, c'est ça. Oui. C'est quand même la première caractéristique qui est signalée dans les papiers, quoi. Tu vois, c'est quand même assez faux. Ça promet. Surtout que, du coup, ils nous ont enlevé les couleurs du style bleu foncé ou noir, etc. Donc, si tu veux avoir un iPhone Pro, genre que tu es un utilisateur sérieux ou un professionnel et que tu veux avoir ça, bah, tu vas avoir un peu de mal avec des couleurs comme ça, hein. C'est sûr. Je préfère encore le orange, je crois, pour un iPhone Pro, mais bon. Oui, le orange, pour moi, tu vois, il est trop flashy pour moi, mais je sais que ça a eu un énorme succès, donc je peux pas le nier, et c'est celui qui se vend aujourd'hui, hein. Bon, en plus, en France, c'est facile, parce que tu as un opérateur téléphonique, c'est notre iPhone à nous, et ils l'ont fait pour nous. C'est vrai. Mais, tu sais qu'à ma grande surprise, j'étais donc en Corée du Sud il y a 10 jours, j'ai eu la tentation de m'acheter un iPhone 17 Pro Max. Et donc, le dernier jour, le matin, je rentre dans l'Apple Store, dans le quartier dans lequel je me trouvais à Séoul, en me disant, bah, je vais l'acheter, puisque la monnaie coréenne est très avantageuse pour nous, les Européens, en ce moment. Et en plus, on récupère une partie de la TVA en partant. Donc, ça faisait une grosse économie sur l'iPhone, sur tout Apple. Et à ma grande surprise, il y avait pas de stock ni de Pro ni de Pro, aucun des Apple Store de Séoul. Je me suis dit mais c'est quand même fou. On est début février, ça arrive en septembre-octobre, je veux bien, mais là on est en février et je t'avoue que j'ai pas compris. Non, c'est J'ai toujours pas à comprendre comment Apple peut être en rupture de stock 5 mois après le lancement de ses iPhones dans ses Apple Store. J'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. C'est effectivement très bizarre parce qu'il n'y a pas de produit qui va être lancé, il n'y a pas de problème de dire il faut qu'on épuise nos stocks et ils n'ont pas de problème de production donc sur cette gamme. Donc c'est très étonnant. Je suis peut-être tombé au mauvais moment, pas de chance. Bon, en tout cas, il y a quand même quelques caractéristiques qu'on peut évoquer pour ces futurs iPhone 18 Pro et Pro Max. D'abord, un îlot dynamique, un Dynamic Island plus petit. Hein, il en est question. Comme chaque année, une amélioration des performances des capteurs et des optiques photo-vidéo. Hein. Du nouveau, sans doute, c'est ça, on en a déjà parlé ici, du côté du modem Apple. Oui, et on sera en C2 dans cette génération-là. Avec le support de la connectivité potentiellement via satellite, hein, dont on a parlé. Oui. Et le processeur. Voilà. Le A20 Pro. On en a parlé en 2 nanomètres. Voilà. Ça peut être un gros changement quand même en termes de performance. Oui. Mais moi, rien que ces caractéristiques-là,
me ferait dire voilà, pourquoi pas, même si les couleurs sont affreuses, je mets une coque opaque qu'on les voit pas du tout et pourquoi pas. Mais à côté de ça, ces caractéristiques seront aussi dans l'iPhone Fold. Puisque le processeur, il y aura pas 3 caméras, il y en aura que 2. Mais rien ne te dit qu'il y aura certainement le Comment type ça, C2, il y aura Comment il y aura que 2 caméras? Oui, dans le Fold. Ah, dans le Fold. Ah bon. Dans le Fold. Oui. Non, d'accord. Parce que toutes ces choses qui me feraient pencher vers un 18 Pro se retrouvent dans le Fold. Voilà. Et pourquoi ils veulent pas non plus trop de différence? Il y a une autre raison. D'abord, parce qu'ils veulent que ceux qui peuvent se payer un téléphone haut de gamme aillent vers le Fold. Bah oui. Disant, c'est là, c'est celui-là qu'on va pousser. Et pour ceux qui hésiteraient, Apple étudie de très près les cycles de remplacement produit qui ont changé. Les gens changent maintenant de téléphone tous les 2 ou 3 ans. Et donc, un minimum. Oui, et donc Apple se dit que si cette année, dans le 18 Pro, il n'y a pas des changements dramatiques, ce qui font que les gens qui ont un cycle de changement un peu plus long vont se dire, non, finalement, si c'est juste une aperture variable dans un obturateur, je ne sais plus si c'est aperture, comme on te dit en français, mais bon, c'est... Oui, une ouverture. Oui, une ouverture variable. Diaphragme. C'est pas pour ça que je vais mettre 1300 ou 1500 euros. J'attendrai l'an prochain, parce que l'an prochain, ça veut dire que tu auras l'iPhone des 20 ans, où Apple veut que les gens achètent cet iPhone-là. Mais ça veut dire que les modèles, entre guillemets, normaux vont souffrir pendant au moins les 2 prochaines livraisons. C'est-à-dire que les modèles normaux ne changent pas du tout. Hein, parce que ils évoluent, mais à la marge, on va dire, pour pas trop concurrencer le nouveau modèle, en fait. Oui, mais ça, c'est les pros, parce que les iPhones, il n'y aura pas d'iPhone 18, en fait. Non pro. Il y a du 18 Pro et du Fold, mais il n'y a pas de 18. Il n'y en aura pas en septembre, en tout cas. Non, c'est ça, voilà. Oui. Il y en aura en mars, en même temps que... Oui, et c'est une façon de décaler les cycles. C'est ce qu'on avait bien disséqué il y a quelques semaines, effectivement, en évoquant l'évolution du calendrier d'annonce des iPhones. Ouais. Bon, et puis la dernière attente qu'on peut avoir autour de ces 18 Pro et Pro Max, c'est une batterie légèrement plus grosse, en tout cas avec légèrement plus de capacité. On passerait en gros de 5088 mAh sur le 17 Pro Max à 5200 sur le 18 Pro Max. Voilà, ce qui est associé au nouveau combiné avec un processeur plus économe, au nouveau modem et tout. Ouais, ça peut faire une différence non négligeable d'autonomie. Ouais. Absolument. Non, mais je pense qu'il se vendra. Hein. Il se vendra, surtout que, en plus, ceux qui veulent changer de téléphone parce que c'est leur cycle et qui peuvent pas acheter le modèle non pro, iront vers le pro, qui sera de toute façon moins cher que le Fold. Hein. Donc, il y a aussi une notion de prix. Hein. La question, c'est à quel prix va sortir le Fold, parce qu'après, tout le monde a un prix qu'il est prêt à payer. Hein. Donc, c'est... Bon, à propos des iPhones, alors, ceux d'aujourd'hui, on a une question de Battant dans le chat, Ellie. Battant qui nous dit: si je commande un iPhone 17 Pro Max sur l'Apple Store en ligne, est-ce qu'on me le fabrique pour moi et on me le livre, ou bien l'iPhone 17 Pro Max n'est pas livrable? 17 Pro Max, pourquoi il serait pas livrable? Bah oui, pourquoi il serait pas livrable? Bah non, si c'est une configuration à la demande, il sera livré. Oui. Et de toute façon, quand c'est une configuration à la demande, il est fabriqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a les produits en stock que les Apple Store ou les revendeurs stockent et qui arrivent dans certaines configurations. Si on veut quelque chose qui est en CTO, c'est plus facile de le faire d'ailleurs sur un ordinateur parce qu'il y a plus d'options, mais ça peut arriver sur un téléphone. Dans ce cas, la commande est passée spécialement par un circuit spécial et elle est au nom du client final. CTO, ça veut dire construit à la demande, quoi. C'est ça. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà fait ça sur un téléphone, mais en tout cas sur les ordinateurs, c'est tellement au nom du client que quand on passe une commande comme ça à la demande, on demande au client de la payer, en tout cas d'en payer une grosse partie, parce que c'est une commande qu'on ne peut pas annuler. Elle a été faite au nom de la personne quasiment. Donc, même au niveau de l'usine, hein, l'appareil est identifié en fait. Donc après, il est généralement difficile à vendre si la personne change d'avis en cours de route. Ouais.
Bon, voilà, attends, voilà, a priori, comment de passer d'un iPhone, même Pro Max, configuré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le choix, il y a plein de choix. Tu fais des choix sur le store. Du moment que tu payes, t'es livré, a priori, donc. Oui, mais j'ai pas vu, moi, de CTO sur des téléphones, en fait, hein, ou à moins que j'ai raté. Non, mais en fait, c'est des modèles qui sont juste en stock, peut-être ailleurs, mais qui vont arriver d'ailleurs, mais qui sont déjà fabriqués, j'imagine. Mhm. Il y a pas tellement d'options sur un téléphone, il y en a moins que sur un Mac. Ben oui, c'est pour ça, parce qu'en fait, on Ouais. pourrait demander quoi? D'avoir plus de mémoire, mais bon, au-delà des 2 gigas sur un téléphone, il n'y a pas, hein. Bah oui. Donc, on peut pas dire... le modèle, la couleur. Non, il Et ne peut le- pas changer de la taille de la et batterie, le on ne peut pas stockage. changer le nombre d'appareils photo ou ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, sur un téléphone, c'est pour ça, non, je pense pas qu'on puisse faire ça. Ah ouais. Sur un ordinateur, bien sûr, on peut. Donc, bien sûr, qu'il sera livré sans. Si un jour Apple avait un modèle ultra et qui soit un peu plus spécifique, pourquoi, enfin, il y avait des choses, parce que sur un ordinateur, je réfléchissais en même temps, quand c'est une configuration à la demande, c'est parce que soit on veut une configuration avec de la mémoire, et la mémoire, elle doit être prévue dès le départ, mais Apple n'a pas toutes les possibilités dans un stock, sinon ça ferait 12 références à la sortie, mais sur un téléphone, non. Sur un ordinateur, ça, oui, c'est possible. Bon, bah voilà la réponse la plus logique qu'on puisse te donner, Battant. Fred, dans le chat, nous dit que lui pense garder son Mini 12 jusqu'à la sortie de l'iPhone 20. Donc, plein anniversaire. iPhone 20, non, pas dans 2 ans et demi, mais l'année prochaine, puisque Mark Gurman nous expliquait qu'il n'y aurait pas d'iPhone 19. C'est ça. Pour que le 20e coïncide avec le 20e anniversaire, donc 2027. Voilà. Bon, bah, on va se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode. Elie, est-ce que tu as... Alors, on a inauguré la semaine dernière avec toi une chouette nouvelle rubrique. T'as peut-être pas eu la possibilité de nous trouver une autre astuce pour aujourd'hui. Non, parce que comme on a eu que le week-end entre C'est vrai. 2 épisodes. C'est vrai qu'on a eu 3 jours hein, depuis le dernier numéro. Non, je vais essayer de trouver une petite chose pour... Voilà, pour la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir. Autre question, est-ce que tu as un carton ou un coup de cœur? Non, cette semaine, toujours pas, non. C'est... Tranquille. Oui, on essaye d'avancer. Il y aura certainement des tas de choses à raconter dès que il y aura des nouveautés chez Apple. Ah ben oui. L'année va vraiment démarrer à partir du 4 mars. Hein, donc on est à 15 jours, un peu plus de 15 jours maintenant de cette expérience Apple spéciale, dont je précise que ce sera un mercredi. Donc je suppose, étant donné que ce sera un mercredi à 15h, je suppose qu'on se retrouvera le mercredi plutôt que le mardi. Et on vous dira d'ici là si, en fonction de stream ou pas stream etc. Si on fait un direct ou si on fait un débrief juste après, ce sera selon. Voilà mon cher Elie, c'est la fin de cet épisode 266 en ce 16 février, lundi 2026. Merci à vous dans le chat, les amis, les soutiens Patreon, d'avoir été au rendez-vous, encore un rendez-vous un peu bizarre. On vous teste un peu tous les jours de la semaine avec Kelly ces derniers temps. Voilà, la semaine prochaine, a priori, on sera bien de retour le mardi. Donc, rendez-vous le 24 février à 18h30. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Le 24, j'ai dit. Non, le 24, dans 8 jours. Hein, le mardi 24 février. C'est ça, hein? Oui, non, mais parce que le 24, le 27, c'est pas un... C'est pas un mardi. C'est pas un mardi, c'est pour ça. Non, le mardi 24 février, c'est ça. On vous retrouvera donc pour l'épisode 267. Un dernier mot, Elie? Oui, parce que on en avait parlé la semaine dernière, mais du coup, on a un bonus, puisqu'on n'en avait pas fait. Donc, on a un bonus, ne partez pas tout de suite. Mais oui, on vous retrouve, si vous êtes parmi nos soutiens Patreon, on vous retrouve dans un instant avec effectivement le retour du bonus hebdo exclusif. Et dans un instant, Elie, on va parler des dernières nouvelles de CarPlay dans les Tesla, un sujet que tu suis de près. Et donc, ne quittez pas après le générique de fin.
Vous, les soutiens Patreon, vous avez droit à ce bonus exclusif qu'on est très heureux de vous proposer à partir de cette semaine. Salut à toutes et à tous, passez une très bonne journée, une bonne soirée. À mardi prochain, portez-vous bien et à tout de suite pour le bonus. Salut. Yes. Salut Ellie. À la semaine prochaine.